Bonjour tout le monde, on est réunis aujourd'hui pour le 5e épisode d'un podcast qui n'a pas encore de nom. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est ici pour parler des avantages d'une fractional COO. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'elle nous dira ce que c'est un jour. Donc, Kumba, écoute, je te laisse la parole. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton podcast, sur un fractional COO? Moi, je ne connais pas trop. Ok, pas de souci. Déjà, dans un premier temps, je m'appelle Kumba LBR. Je suis Fractional COO. Donc, concrètement, ce que c'est, ça va être un rôle à temps partiel que les chefs d'entreprise de petites structures, souvent, vont embaucher pour les aider au niveau de tout ce qui est structuration, opération, bien organiser les équipes, automatiser, etc., dans le but de faire grandir une entreprise, tout simplement. Et pourquoi prendre quelqu'un du coup à temps partiel, si on peut dire C'est tout simplement parce qu'une entreprise de taille moyenne n'a pas forcément, dans un premier temps, le budget pour embaucher quelqu'un à l'interne à temps plein. Parce que ça reste quand même un certain coût d'embaucher une personne comme ça en tant que salarié. Et donc, le meilleur des deux mondes, c'est de prendre une fractional COO. Ok, pour commencer, on a quelques questions à te poser aujourd'hui. Moi, la première question que j'avais à te poser, c'est quand on travaille avec une fractional COO, concrètement, ça ressemble à quoi au quotidien pour un patron d'entreprise? Alors, déjà, je pense que le premier avantage, ça va être de un petit peu alléger sa charge mentale et sa charge décisionnelle. Parce qu'on le sait, souvent, il y a un petit peu la solitude du leader, du CEO. Et c'est difficile de trouver des personnes avec qui on peut un petit peu faire un ping-pong intellectuel pour développer la boîte. Donc, on va avoir des gens très spécifiques, mais avoir un rôle global comme un bras droit stratégique, c'est pas toujours évident à trouver. Donc ça, au quotidien, ça se ressent beaucoup au niveau de la charge mentale. Et ensuite, il y a quand même l'aspect où on fait des choses, on fait en sorte que les choses se réalisent. Et ça, c'est non négligeable. Parce qu'avoir des idées, c'est pas forcément ce qui manque chez les entrepreneurs. Mais par contre, aller jusqu'au bout, les réaliser et mettre tout le monde à la bonne place, qui sait quel est son rôle, ça, c'est un autre enjeu. D'accord, ouais, ça c'est sûr. Je peux en attester. Et ok, et du coup, pour un patron d'entreprise, encore une fois, est-ce qu'il ressent le avant-après? Comment ça se passe à partir du moment où il a fait appel à un fractional COO? Comment il le ressent au quotidien? Comment ça se passe? La différence? Alors, dans un premier temps, en général, quand je commence à travailler avec des clients, déjà, je prends complètement en charge le client. Donc ça, c'est assez intéressant quand même à dire. Le client ne m'onboard pas, c'est moi qui m'onboard toute seule. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je me mets en place dans l'entreprise et c'est moi qui lui dis de quoi j'ai besoin pour être fonctionnel. Donc, c'est pas vraiment lui qui va me former. Lui, il va me donner sa vision, c'est quoi ses valeurs. Il va me faire un état des lieux. Je vais avoir des questions très précises où il va me faire un état des lieux de son entreprise. Et moi, derrière, je vais être capable de lui dire, OK, donc en fonction de ce qu'il y a, on va être capable de dérouler ce plan. Voici les priorités. Ça, on le laisse de côté, etc. Ok, intéressant. Et comment elle démarre la relation? Par exemple, moi demain, je fais appel à tes services. Comment ça commence? Alors, en général, les clients, ils vont me contacter soit par email, soit ils trouvent mon profil sur Internet, donc soit un message LinkedIn, quelque chose comme ça. Ou alors ils te connaissent déjà et ils te font juste Allô Kumba. C'est ça, ou alors ils me connaissent déjà. Mais en général, je vais faire un premier appel parce que déjà, je veux m'assurer que je suis la bonne personne pour cet entrepreneur. Mon but, c'est pas du tout de prendre des missions sur lesquelles je sais qu'il y a quelqu'un qui va être plus expert que moi, parce qu'évidemment, chacun a sa casquette. Je veux m'assurer que je sois la bonne personne et que je peux aider l'entrepreneur. Ensuite de ça, une fois que le fit, il est bon des deux côtés, parce que c'est important, nous aussi, on sélectionne nos clients. Ce qui va se passer, c'est que, comme j'expliquais, je vais prendre en charge le client. Je vais regarder, je vais faire l'état des lieux de l'entreprise, où en est le client au niveau de son mindset aussi, de sa vision, de son entreprise. Et ensuite de ça, tout simplement, je vais dérouler le plan d'action. Je vais dire, voici le plan d'action qu'il faudrait mettre en place en vue des objectifs et des ressources qu'on a. Et ensuite de ça, on va s'assurer que tout est fait en temps et en heure, aligné avec les besoins du client, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que j'imagine que tu as des clients qui doivent être assez divers et variés. Donc, une autre question que je pourrais avoir pour toi, c'est comment tu apprends à connaître les manières de travailler donc des entreprises, de leurs équipes, etc. Ouais. Alors, tu fais? Ce que je dis souvent, c'est que le secret, c'est que c'est toujours plus ou moins la même chose. Ça fait pas toujours plaisir à entendre pour les entrepreneurs parce que on pense toujours que notre situation, elle est vraiment individuelle, qu'on est les seuls au monde à vivre ça. Sauf qu'en fait, c'est
souvent les mêmes problématiques qui sont rencontrées par les leaders, les CEO. Ok. Donc ensuite, ce qui va différer d'une entreprise à une autre, évidemment, ça va être le produit, la spécificité du produit, et c'est aussi le niveau de complexité. Donc par exemple, on peut avoir une entreprise qui a une problématique au niveau, je sais pas, des systèmes d'automatisation pour délivrer le service, et une autre qui va avoir besoin de quelque chose de plus robuste pour le recrutement, tout simplement. Et donc en fait, c'est plus le niveau de complexité dans lequel on va aller qui va changer, mais les systèmes, c'est les mêmes pour toutes les entreprises. D'accord, ok. Et j'imagine aussi que les profils des clients que tu as sont différents. Il y en a sûrement qui veulent beaucoup vérifier tout ce que tu fais comme travail. Peut-être d'autres qui vont te donner ta mission et te laisser un peu en indépendance dessus, non? Alors ça va dépendre vraiment de la personne avec qui on va travailler, des fois de son vécu au niveau de ses équipes, etc. Donc ça, en fait, on va accompagner le client dans ce process-là. Okay. Mais tout en gardant en ligne de mire, si on a un client qui est un petit peu plus, comme on dit, control freak, qui a été beaucoup déçu, par exemple, dans le passé, etc., on va l'accompagner dans le fait de lâcher un petit peu du lest pour la délégation. Et il y a aussi un effort du côté du client qui doit se faire pour apprendre à bien déléguer, à faire confiance, à être capable de vérifier, mais vérifier des choses qui sont pertinentes. Donc en fait, un CEO, il n'a pas besoin de tout connaître. Il a besoin de voir le résultat et de mesurer les bonnes choses. Donc ça, on l'accompagne dedans. D'accord, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai qu'il y a des profils, ils aiment bien un peu tout faire, etc. Ouais. Donc toi, tu leur expliques que laissez-moi gérer un petit peu, prenez un peu de recul. C'est bien. Et on a l'inverse aussi, en fait. Parfois, on a des clients qui vont se dire « Ok, c'est bon, j'ai embauché quelqu'un, je suis tranquille, j'ai plus grand-chose à faire. » Et ça, c'est pas forcément bon non plus parce que pour moi, le moteur de départ de l'entreprise, ça reste quand même le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise d'ailleurs. On travaille plus souvent avec des femmes. Et on peut pas non plus laisser toute sa charge mentale de CEO sur une ressource externe. C'est pas forcément bénéfique non plus pour l'entreprise. D'accord. Et puis, c'est vrai que pour des entrepreneurs, j'imagine que leur boîte, c'est un peu leur bébé. Donc, je me demande comment ça se fait, même au niveau de la confiance qu'ils vont t'accorder, comment ils vont te laisser un peu les rênes de leur entreprise, comment ça se passe, cette confiance-là à donner? Alors, donc encore une fois, je pense que ça dépend déjà du mindset de la personne au départ. Mais au niveau de la confiance, j'ai jamais eu de très gros soucis par rapport à ça, tout simplement parce que je pense que quand il y a le premier contact qui se fait, la cliente, elle sent tout de suite. On sent les choses, à un moment donné, on a un petit peu d'expérience, on sent à qui on peut faire confiance. Si on a besoin d'un petit peu plus de temps sur certaines sphères, moi, il n'y a pas de souci, tant que ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Mais aussi, c'est mon rôle d'expliquer à la cliente pourquoi c'est important que j'ai tels éléments qui peuvent parfois être inconfortables à partager. Ça peut être un aspect financier, ça peut être un aspect personnel. C'est à moi de lui expliquer aussi pourquoi, en ayant tous ces éléments, je vais être capable de prendre les meilleures décisions pour son entreprise, incluant du coup elle aussi. Ok. Et du coup, quand une cliente elle commence à déléguer toute son organisation comme ça, comment ça se passe concrètement Alors, comme j'ai expliqué, il va y avoir vraiment la partie où je vais analyser et ensuite de ça, en fonction du plan qu'on va mettre en place de priorité, moi, je vais vraiment lui dire voici tes devoirs, j'ai besoin de ça pour fonctionner. Et ensuite, quand on a des points réguliers, je vais tout simplement lui faire un rapport, lui expliquer voici on en est de là, voici on en est de ça, là j'ai besoin de toi pour ça, etc. Donc, je manage vraiment la cliente en fait dans la relation. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a différents canaux au niveau de la communication que vous allez avoir entre vous? Comment est-ce que les CEO vont transmettre un peu leurs besoins, etc. Est-ce que c'est des meetings, c'est à distance? Comment ça se fait un petit peu de manière concrète? Oui, alors moi je travaille uniquement à distance. Donc tout se fait en ligne en fait, ça se fait très bien. Donc on a des réunions par exemple vidéoconférences régulières, des points réguliers. Si entre les meetings il y a besoin de discuter de certaines choses ou je sais pas, il manque un petit élément, ce qui est plutôt rare, on essaye d'éviter. Pour moi, le moins il y a de messages en dehors des meetings, c'est que le mieux on est réglé, on va dire, parce qu'il y a quand même une charge mentale qu'on essaye d'éviter d'imposer. Supplémentaire. Sinon, on utilise tout simplement Slack, qui est une boîte de messagerie asynchrone. Je pense que c'est important de le dire parce que les WhatsApp, c'est le diable. Asynchrone, c'est-à-dire Asynchrone, c'est-à-dire que si moi j'ai un décalage horaire, je suis à Montréal et que ma cliente elle est à Paris, je peux lui envoyer un message à 3h du matin, elle peut m'envoyer un message à 3h du matin, ça ne va pas me déranger.
Ok. tout simplement parce que la personne peut régler les notifications D'accord. très facilement en fonction de ce qui, elle, l'arrange. Pour pouvoir dormir la nuit, quoi. C'est ça, parce que ce qui va se passer, c'est que les CIO ont 1 milliard d'idées dans la journée Ouais. et que parfois, il y a des petites choses qu'on ne veut pas oublier et qu'on veut partager à son bras droit stratégique. Mhm. Et donc, vaut mieux envoyer un message tout de suite. Pour Moi, pas ça ne me l'oublier. dérange pas du tout. Et quand je suis disposée à regarder les messages et à les traiter, je vais le faire tout simplement. Ok. Et donc, comme ça, on peut travailler à l'international, en ligne, avec parfois aussi d'autres freelances qui sont dans d'autres continents, dans d'autres pays. Ça se fait très bien. Ok. Et par exemple, aujourd'hui, avec les clients que tu as, tu peux nous donner des exemples concrètement de projets que tu mènes aujourd'hui pour eux? Quel genre de mission Ouais. tu as aujourd'hui, par exemple? Exact. Alors, je peux donner 2 missions qui sont un petit peu différentes. Donc, j'ai un premier client qui avait fait déjà sa première start-up Ok. dans la tech. Donc, lui était plutôt profil ingénieur, Harvard. La première start-up a été vendue à peu près, c'est pas secret, donc 50 millions. Et là, Ok. il bâtissait son deuxième projet. Donc, il était en train de construire, en fait, pour sa deuxième start-up, constituer son équipe et construire ses systèmes. Donc, Ok. en fait, en discutant, moi, je suis capable d'évaluer les besoins. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis en place une espèce de tour de contrôle. Je pense que c'est une bonne vision de parler de tour de contrôle pour gérer le développement de la deuxième startup. Et au fur et à mesure, en fait, le système s'adapte aux besoins de l'équipe, de l'évolution en fait, de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, ce qui va être tout ce qui est startup, tech. Et sinon, autre type de client un petit peu différent. J'ai une cliente qui est consultante dans tout ce qui est justice, équité, diversité, inclusion. Ok. Et elle va travailler avec des entreprises telles que le gouvernement, l'équivalent de EDF en France, mais du coup en Amérique du Nord. Et elle va aller faire du consulting, aider les équipes, aider les CEO à développer leurs compétences sur ces sujets-là. Ok. Donc- Intéressant. Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui a étudié à Harvard déjà? Comment il est tombé sur... comment vous êtes rentré en contact? C'est quelqu'un de son équipe qui m'a trouvé en ligne. En ligne. Donc, Internet fait des miracles. ouais, pour les clients en Amérique du Nord, je suis un petit peu chanceuse, c'est un grand mot. J'ai mis une stratégie en place pour qu'on puisse me trouver en ligne. Ok. Mais du coup, là, disons que ça porte ses fruits et j'ai beaucoup de clients américains. Dernièrement, j'ai eu un client qui développe une start-up en AI. J'ai eu des clients qui ont une boîte de tout ce qui est facturation dans le médical en Amérique du Nord, des Américains. Donc voilà. Donc Des profils vraiment diversifiés par rapport. Donc tu travailles en décalage, quoi, pas mal. Si je comprends Ouais, bien. oui, comme je disais, tout peut se faire en ligne. Et en fait, avec de l'organisation, il faut un petit peu de flexibilité. Bien sûr. On ne peut pas arrêter de travailler à midi si nos clients ils sont aux États-Unis. Mais avec un petit peu de flexibilité, ça se fait très bien. J'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Ok. Prochaine question que j'ai pour toi. Quand tu as des projets un peu complexes, un petit peu difficiles, j'imagine que certains clients viennent te voir avec un cahier des charges un peu costaud, vraiment par exemple des lancements de services, des levées de fonds, des réorganisations complètes de leurs équipes. Comment tu gères ça? Alors, en fait, en vrai, le process est toujours le même. On fait une analyse. Ouais. On évalue c'est quoi le plan, on déroule le plan et ensuite de ça, on va ajuster, donc redesigner le plan. Donc ça, c'est le process, un peu la trame de fond. Quand j'ai un projet complexe, ce que je vais faire, c'est que je vais mapper, donc dessiner le projet, tout simplement repasser un petit peu avec quelque chose de visuel et identifier si je suis capable d'aider sur 100% de la mission la cliente ou si j'ai besoin, moi, de prendre des experts. Et dans ce cas, je vais aller m'entourer de personnes très techniques, très spécifiques pour m'aider à résoudre la problématique de la cliente. Ok. Et comment tu arrives à résoudre des déblocages dans des domaines où tu n'es pas forcément décisionnaire direct? Par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui touche peut-être à la finance ou juridique. Comment tu... Alors, quand j'accompagne mes clientes, souvent, je vais faire ce que j'appelle un premier niveau d'analyse. Donc, si on prend une partie juridique ou financière, comptable, il y a un premier niveau d'analyse où on va regarder ce qui se passe, on va déterminer le potentiel besoin. Dès qu'il y a besoin de quelque chose de beaucoup plus carré, officiel, dans ce cas, on va tout simplement, pareil, aller rediriger la cliente vers la bonne ressource. Et ça, j'explique bien à la cliente. Donc là, par exemple, on peut lire un contrat ensemble, le décortiquer, mais ça n'enlève jamais
l'avis d'un professionnel dans ce domaine-là. Et moi, je suis capable de dire à la cliente, là, il faut aller prendre l'avocate, là, il faut prendre le comptable, il me faut le rapport du comptable. Et aussi, ça nous permet de faire un deuxième check sur nous, ce qu'on a analysé. Est-ce qu'un professionnel dans le domaine, il valide les premières analyses qu'on a fait? Et donc, de ce fait, on est quand même assez bien encadré. Ah, ça, c'est super. Mais on ne se délègue pas complètement de ce travail-là. Je pense que c'est important de le dire. Un entrepreneur, il doit quand même avoir une idée de comment analyser ses chiffres, comment analyser un texte juridique, pas signer n'importe quoi comme contrat. Ça reste pour moi des tâches qu'il doit pas forcément maîtriser, mais il doit s'y intéresser. On ne peut pas déléguer 100% à n'importe qui et complètement se décharger de ça. Ah oui, je pense qu'un entrepreneur, il doit avoir du sens critique sur tout ce qu'il fait, même ce qu'il ne maîtrise pas complètement, sinon tu remets les clés un peu à n'importe qui, quoi. C'est ça. Et je pense ça reste ta décision à la fin. Exactement. Ça reste le décisionnaire, ça reste son entreprise et c'est lui qui a les conséquences de ça, même s'il s'entoure de professionnels. D'accord, ok. Et autre question que j'ai pour toi. On sait que dans... je t'en prie, bois un petit peu d'eau, c'est important. Mais on sait que dans certaines entreprises, il peut y avoir des projets qui traînent un peu dans les cartons là, depuis des mois, des années. Et en quoi ça peut se laisser aller, là, peut impacter négativement les entreprises? Et j'imagine que justement faire appel à un fractional CEO, ça peut permettre de débloquer des projets comme ça qui n'avancent pas, quoi. Ouais, alors déjà, il y a deux choses. C'est que si le projet, il prend la poussière depuis des mois, voire des années, est-ce qu'il est si important que ça? Est-ce qu'il va nous rapporter du cash? Ou est-ce qu'il est beau et on le fait parce qu'on pense qu'on doit le faire? Donc souvent, je pense qu'une des premières fonctions, ça va être le ménage. Donc on va remettre ce projet sur la table, rediscuter déjà, est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a l'envie? Est-ce qu'on a l'énergie d'aller traiter ce projet? Et peut-être qu'il est beau sur papier parce que c'était un désir qui était là il y a peut-être 1-2 ans pour l'entreprise, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus d'actualité parce que l'entreprise, elle a évolué. Donc, quand il y a ce type de configuration qui se présente, souvent, c'est up or out. Donc, soit on le remet sur la table, on s'engage sur ce projet, soit il est out, il est dans le parking lot, comme on dirait chez les Américains. Ok. Et vu que tu parles des Américains, ça me fait penser un peu aux différents clients que tu peux avoir. Donc, tu nous as déjà donné quelques exemples. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus les types de clients que tu as au quotidien? Ouais. Alors, la plupart du temps, je vais avoir des clientes qui sont vraiment experts dans leur domaine et qui vont avoir des clients qui sont dans le B2B, donc des grosses entreprises. Donc ça, c'est souvent le type de cliente que j'accompagne. Aussi, dans les spécificités, c'est souvent des petites équipes. Des petites équipes où justement, c'est là où il faut aller être créatif au niveau des ressources qu'on a, comment on développe. La force d'une petite boîte, ça va être l'agilité. Et la force d'une grande boîte, ça va être les ressources, la trésorerie, tout ça. Donc nous, avec ce qu'on a, comment on fait pour être au même standard qu'une plus grosse entreprise? Donc ça, c'est le type de clients que j'accompagne. Donc souvent en pleine croissance, qui ont déjà validé leurs produits sur le marché, donc qui ont déjà fait un bon chiffre d'affaires, mais qui veulent se développer et aller chercher leur premier million, ou alors développer, multiplier les millions. Je parle au niveau du chiffre d'affaires. Selon l'industrie, ça va différer le palier, mais c'est le type d'entrepreneur que j'accompagne. Donc déjà quand même établi, une petite équipe et qui cherche à grandir. D'accord. Et qui font du service principalement, en général. Ok, pas de vente de biens, de marchandises, c'est plus du service. Je suis plutôt spécialisée sur le service. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient dans tout ce qui était bien comme tu dis, Malt & Brick. Ouais. Ok, intéressant. Et malgré un petit peu toutes les différences là, qu'on a un petit peu vues parmi ces entrepreneurs, ces clientes que tu accompagnes au quotidien, vu que c'est majoritairement des femmes, ça serait quoi le point commun? Qu'est-ce qui les rassemble un petit peu, tous ces clients-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Franchement, si je devais faire un portrait un peu robot là, de mes clients et clientes, des gens, vraiment déjà des gens très brillants. Ok. Excellents dans leur expertise, qui ont beaucoup d'ambition, qui savent se remettre en question pour développer l'entreprise, qui sont toujours dans ce, comme on dit en anglais, growth mindset. Un peu cliché, mais bon, c'est un peu incontournable, si on peut dire. Et qui veulent aussi, à terme, bâtir quelque chose d'un petit peu plus grand qu'eux.
Donc, pour moi, une entreprise, tu la fais toujours un petit peu pour toi, pour tes propres besoins dans un premier temps. Mais après, je pense qu'il y a un cap qui est dépassé une fois qu'on a nos propres besoins qui sont remplis, où on veut créer quelque chose de vraiment plus grand que nous, créer de la valeur, ou tout simplement créer de la richesse. Ça peut être ça, se dire qu'on fait vivre plusieurs familles avec un produit qui est utile au monde ou à notre société. Ça, c'est important. Okay. Très ambitieux, très intelligent. Comme ça pose les choses. Ok. Et du coup, je sais que toi, le corps de ton travail, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs. Donc la question que je vais te poser, c'est sur quoi il faut que les fondateurs, les entrepreneurs, ils arrêtent de perdre du temps. Alors, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se retrouver avec parfois des gens qui génèrent peut-être un petit peu moins d'1 million et qui font tout. C'est-à-dire, par exemple, ils vont faire, je sais pas moi, de la facturation, ils vont répondre aux mails, ils vont faire leurs posts sur les réseaux sociaux, si ça fait partie de leur canal d'acquisition, enfin, marketing. Ils vont faire les appels de vente. Donc, ils vont un peu faire prendre tous les rôles dans leur entreprise et en fait, plus disperse une ressource importante pour l'entreprise qui est le focus, l'énergie du CEO. Ouais. Donc ça, je vais les aider en fait en analysant, en disant, OK, là, il y a cette tâche-là, elle est absolument pas pertinente. On peut soit automatiser, soit trouver quelqu'un qui va être capable de faire cette tâche et potentiellement mieux que toi aussi. Mais du coup, c'est quoi les premières tâches qu'on va te déléguer généralement comme ça les premiers trucs où on va dire, OK, occupe-toi de ça Alors, en fait, moi, je vais être plus dans l'analyse et la stratégie. Et on ne va pas forcément me déléguer une tâche. Comme j'expliquais, c'est moi qui m'onboard en fait, chez le client et qui va déterminer c'est quoi les leaky buckets et qui va dire, OK, dans cette partie-là de l'entreprise, il faut qu'on structure. Donc, soit on va mettre un système en place, soit on va mettre une personne en place. Okay. Donc, en fait, souvent, le client, il ne se dit pas, il faut que je décharge telle partie. Ce n'est pas pour ça qu'ils viennent à moi. Ils sont souvent dans une situation où ils veulent se développer, ils savent qu'il y a énormément de potentiel, ils ont déjà fait un bon chiffre d'affaires et ils sont dans un espèce d'énorme brouillard et ils ne savent plus c'est quoi la prochaine étape. Donc, ils n'arrivent pas forcément avec une idée claire en se disant « il faut que j'arrête de facturer moi-même mes clients ». C'est un exemple un peu bête, mais ce n'est pas aussi précis que ça et c'est pour ça qu'ils viennent auprès de moi. C'est qu'ils savent qu'il y a du potentiel, ils sont déjà en route en fait. Mais d'accord. Ils sont dans l'énergie et ils se disent « ok, c'est quoi le prochain niveau ?» Il faut que je commence à réfléchir à deux et à structurer ça un petit peu mieux. Ok. Et est-ce qu'il y a des limites à ce que tu peux prendre en charge en tant que fractional CEO quand tu commences une mission chez un client comme ça ? Bien sûr, déjà, toute la partie présentielle, moi, ce n'est pas le type de service que j'offre. Donc, c'est bien important quand même. Les clients le savent en général. C'est que la condition, c'est que je puisse gérer leur entreprise à distance. Leur entreprise et leur équipe. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi, une chose qu'on ne peut pas déléguer, c'est la charge mentale de son entreprise. Le CEO reste responsable de son entreprise, du développement de son entreprise, de la vision. Et pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc, évidemment, dans un premier temps, structurer l'entreprise, mais aussi prendre soin de sa personne, être capable d'avoir des temps de repos, de nourrir aussi sa curiosité entrepreneuriale. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas déléguer à quelqu'un. Et toi, ça t'est déjà arrivé qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise comme ça délègue un peu sur toi sa charge mentale et qu'elle dise bon, vas-y Kumba, gère les problèmes pour moi s'il te plaît. C'est déjà arrivé ? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des entrepreneurs en fait qui étaient, je pense avec le recul, un petit peu prédisposés, qui allaient un peu sur la route du burn-out, quoi, de complètement se brûler avec la structure de l'entreprise et qui me percevait peut-être comme une sauveuse, quelqu'un qui allait sauver l'entreprise. Super Kumba. C'est ça, comme tout régler les problèmes, du petit problème insignifiant au gros problème stratégique, à la négociation avec une grosse boîte en Amérique. Et là, on sort complètement du champ d'action et on délègue complètement sa charge mentale. C'est pas possible de développer une entreprise en se disant qu'on va exploiter des ressources externes et dans tous les cas, développer une entreprise basée sur l'exploitation d'autres personnes, ça ne fonctionne juste pas. Ça atteint des limites, à un moment donné, ça implose. D'accord. J'allais dire aussi, fractional CEO, donc c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément. Par exemple, ça serait quoi la différence entre un fractional COO
et une assistante freelance ou je sais pas, une agence d'opération ou quelque chose comme ça. Alors, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas forcément des rôles qui s'opposent. Parce qu'on peut le voir un petit peu parfois dans les communications pour cliver. Souvent, c'est des rôles qui sont complémentaires. Pourquoi on va aller chercher une fractional CEO? C'est qu'on veut vraiment avoir quelqu'un de stratégique à nos côtés, avec qui on va pouvoir, comme je disais, faire un ping-pong intellectuel, réfléchir, brainstormer, et qui va être capable, qui va avoir quand même cette casquette d'opération. C'est-à-dire que quand je dis à une cliente ou un client, il faut faire ça, 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 je sais de quoi je parle, tout simplement parce que je l'ai fait, je l'ai implémenté chez d'autres clients, et je sais que c'est réaliste, que les délais sont réalistes. Plus ou moins, c'est pas quelque chose que je mets sur papier, que j'ai appris en école de commerce et je ressors un truc tout cadré. Et ça, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui sait autant, qui a implémenté et qui, quand la personne met en place une stratégie, elle est réaliste. Là où, par exemple, une assistante va entrer en jeu, c'est qu'en fait, une fois que tout ce travail est fait en amont, l'assistante, elle va être capable de dérouler, d'implémenter, comme on dit. Ouais. Donc voilà. Ça va être ça, peut-être les différences majeures. Et ce sont des rôles en fait complémentaires. C'est important d'avoir la partie implémentation dans une entreprise. Si on ne fait pas les choses, il n'y a rien qui se passe, l'entreprise ne se développe pas. Ok, mais c'est vrai que depuis le début, tu nous as quand même beaucoup expliqué que, au final, ta méthodologie avec les différents clients, elle reste un peu la même. Et donc, du coup, c'est à quel niveau que tu personnalises un petit peu ton approche par rapport aux clients ? Elle est complètement personnalisée dans le sens où quand je parle de méthodologie, c'est un fil conducteur. C'est un fil conducteur dans le sens où je sais que dans une entreprise, en fait, tu prends l'analogie d'un véhicule que tu connais bien. Et en fait, si tu dois faire, je sais pas, le contrôle sur le véhicule, tu vas d'abord, je sais pas, je dis ça au hasard. Dis pas de bêtises. Hein, aïe, je suis avec un expert. Mais tu commences, je sais pas, par le moteur. Ensuite, tu regardes les roues du véhicule, est-ce qu'elles sont toujours bonnes. Enfin, tu regardes les connexions. Enfin, tu fais tout cet entretien-là. Et donc, si tu veux, c'est juste le fil conducteur. Mais en fait, chaque entreprise va avoir ses spécificités. Et comme je disais, c'est que le cadre est toujours le même, tu suis toujours les mêmes étapes. Par contre, l'entreprise, peut-être qu'il va falloir passer plus de temps dans tel domaine, comme je disais, je sais pas, le recrutement. L'autre, ça va être à fond automatisation, tu vois. Okay. Et c'est là où il va y avoir de la personnalisation, en fait. Mais le cadre me permet, la méthodologie que j'ai me permet de ne louper aucun champ dans l'entreprise, quand je l'analyse une entreprise. Mais est-ce que tu penses que de faire tout ça à distance, ça te permet de vraiment voir tout ça ? Est-ce que tu ne penses pas que tu perds un petit peu par rapport à quelqu'un qui serait peut-être plus sur place, qui rencontrerait les équipes, qui rencontrerait vraiment les opérations ? Je ne sais pas, je te pose la question. Alors, comme je travaille plutôt dans le service, pas vraiment. Alors après, là où je peux perdre, avoir un des angles morts, c'est si les gens dissimulent des informations. Ouais. Mais alors dans ce cas, on part du fait qu'il n'y a pas de confiance au départ et que la mission est biaisée de départ. Mais ça, c'est pas quelque chose que, en allant sur place, je vais pouvoir contrôler. Donc, pas vraiment, ça ne s'est pas rencontré. Et aussi, si tu veux, si tu analyses une partie, parce que moi, les équipes, je peux les rencontrer. Si j'étais personne clé, je vais avoir des entretiens avec ces personnes-là. Okay. Je vais pouvoir comparer les versions et analyser. Donc ça, c'est aussi intéressant parfois. Je vais discuter avec le CEO, c'est la personne principale, mais parfois, en discutant avec, je ne sais pas, une assistante, une personne dans l'équipe, je vais avoir un discours complètement différent. Un autre son de cloche. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, moi, je vais être capable d'analyser, OK, on a cette problématique-là. Ça ne veut pas dire que je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais subtilement, moi, je sais qu'il y a aussi ce sujet, je sais pas, de communication qui doit être réglé. Il y a une confusion au niveau des équipes. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Donc, moi, ça me donne aussi des pistes. Et ça, c'est des choses que je peux faire à distance. Ok, ça se fait bien. Donc, sauf s'il y a quelqu'un qui veut vraiment dissimuler une info, dans ce cas-là... Mais à ce moment-là... pas besoin d'être sur place. Hein. Ok, ça marche. Ok, et puis, c'est quoi du coup la différence entre travailler avec un fractional ou une fractional CEO dans ton cas et embaucher directement un salarié à l'interne ? Parce qu'au final, tu accompagnes vraiment les dirigeantes, tu as une valeur ajoutée quand même importante. Donc, pourquoi ne pas tout simplement embaucher quelqu'un à l'interne ? Alors, en fait, tu as plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, le marché du travail, il est en train de changer. C'est vrai. Quand on parle d'une petite entreprise, elle n'a pas forcément les fonds pour embaucher quelqu'un de ce niveau-là à l'interne. Ça coûte cher, un fractional CEO dans une entreprise, à temps plein. Surtout en France, avec les charges sociales, etc. C'est vrai que... Exactement. Embaucher un employé, c'est quand même un risque. Ça, c'est une opinion personnelle, mais il y a quand même un risque qui se fait. Après, rien n'exclut...
Alors, pas pour ma part, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui commencent en tant que fractional et finalement qui se fassent embaucher en tant qu'employé. Au moins, on a pu un petit peu tester la relation, etc. Parce que je pense que dans le recrutement, c'est quelque chose qui est très délicat et qu'on n'a pas non plus, on ne peut pas se permettre financièrement et énergétiquement de perdre du temps avec la mauvaise personne. Et il y a des choses qui, je pense, ne peuvent pas s'anticiper, mis à part le fait d'avoir travaillé avec la personne sur plusieurs mois. Je veux dire, on ne peut pas anticiper quand la personne elle est fatiguée, elle est stressée, comment elle va réagir. Je suis bien d'accord. Et ça, c'est des choses, pour moi, c'est la meilleure option d'avoir une personne comme ça en tant que fractional dans son entreprise. On teste tout. On regarde les résultats et après, s'il y a des discussions à avoir, c'est autre chose. Mais du coup, du point de vue du chef ou de la chef d'entreprise, le fait, du coup, comme on dit comme ça, d'externaliser une ressource comme ça qui est, vu les discussions qu'on a, quand même importante parce que tu interviens au niveau stratégique, au niveau de, des opérations, donc c'est quand même important, même du recrutement. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque à externaliser tout ça pour un chef ou une chef d'entreprise ? Alors, pour moi, je pense que déjà, il y a un petit peu... Le risque est diminué dans le sens où déjà, tu testes la ressource. Okay. Donc, économiquement, tu prends moins de risques. Oui. Après ça, je veux dire, c'est quand même une relation qui est encadrée par un contrat. Il y a tout un cadre à la mission. On sait où les infos sont stockées, etc. C'est pas fait n'importe comment non plus. Okay. Et en fait, il y a un point, effectivement, dans la croissance d'une entreprise où, à un moment donné, il faut passer à une ressource à temps plein. Okay. Donc, ça, c'est des décisions qui se font, mais peut-être un petit peu plus tard. D'accord. Mais en tout cas, il y a le contrat qui leur permet d'avoir de la visibilité sur bien sûr. ce que tu fais avec eux, etc. Oui, ça reste du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. C'est une relation d'affaires qui est encadrée par un contrat. On voit aussi les clients précédents, des témoignages avec qui on a travaillé. Voilà, c'est aussi à nous de rassurer les clients sur la qualité du travail. Le fait d'embaucher un fractional, on peut tester, on peut voir comment ça se passe. Et voilà. Et effectivement, dans une entreprise, à un moment donné, il faut embaucher des employés. Mais je pense que ce palier d'embauche d'employés est beaucoup plus loin que ce qu'on pense en termes de croissance. D'accord, ok. Ok, bah écoute, moi j'ai une dernière question personnellement que j'ai envie de te poser. Puis après, je te laisserai, si tu as d'autres points que tu veux aborder, il n'y a pas de souci. Moi, la dernière question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à un fondateur qui attend le point de rupture pour demander de l'aide ? C'est-à-dire qu'il se retrouve vraiment face au mur, il est vraiment au bout du bout. Et c'est là qu'il commence à dire peut-être qu'il faudrait que j'appelle à l'aide, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage d'attendre d'être au pied du mur, roulé en petite boule. J'exagère. Pour demander de l'aide. Mais ça arrive souvent, on est d'accord. Ça arrive souvent parce que on est pris dans le développement, parce que là, c'est le type de client qu'on accompagne. Dans le développement, dans la croissance, on est à fond. Et en fait, à un moment donné, y a un truc qui lâche. Je sais pas, ça peut être un service qui est très mal délivré à un client peut-être qu'on a depuis des années. Une équipe qui commence à jeter l'éponge parce qu'ils sont trop confus, il n'y a plus de cadre. C'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir anticipé. Forcément, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps pour mettre en place les bons systèmes, la bonne structure, mais ce n'est pas du tout impossible. Mais ça fait partie, comme je disais, du rôle du CEO de aussi être capable de lever la tête de temps en temps. Il est responsable de la vision, en fait. Et de regarder, là, ça commence un petit peu à être difficile. On est peut-être un petit peu sous-staffé. Qu'est-ce qu'on met en place ? Faudrait peut-être un petit peu organiser tout ça. Et donc ça fait partie des... Il y a plein de petits signaux qui peuvent permettre au CEO ou à la CEO de se rendre compte qu'il y aurait peut-être besoin d'être accompagné. Après, c'est vrai que il y a souvent des profils comme ça de personnes qui prennent beaucoup sur elles, qui veulent un peu tout gérer ou tout... Bien sûr. Ouais. En fait, tout repose au final sur leurs épaules. Et ils n'ont peut-être pas le réflexe de lever la main et de dire peut-être que là, j'ai besoin d'aide, quoi. Donc, on espère que si c'est le cas de certains auditeurs qui tomberont sur cette vidéo, peut-être que ça leur donnera l'idée de dire Super Kumba va peut-être pouvoir m'aider. Peut-être. Alors, on sauve personne, on structure des entreprises. Mais en fait, le fait c'est que dans ce cas, si le CEO il reste le goulot d'étranglement, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est prêt à peut-être... c'est un peu cliché, mais travailler sur son mindset, tout ce qu'on veut vraiment, ou est-ce que finalement la situation elle est suffisamment confortable et on reste dedans ? Et dans ce cas, la croissance va être plus lente, entre guillemets, et ça, c'est pas forcément un souci, mais c'est des choix. Et il faut juste être super clair sur ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à investir aussi pour l'obtenir. Ok, en tout cas,
Moi, ça répond bien à mes questions. S'il y a quelque chose que je dénote, en tout cas par rapport à cette fonction-là, enfin ce que tu peux apporter en tant que fractional COO, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même ce côté où parfois je pense qu'il y a des entrepreneurs qui vont peut-être se retrouver un peu seuls dans tout ce côté-là un peu décisionnaire, etc., où ils doivent un peu tout gérer. Et d'avoir comme ça un bras droit, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc merci de nous avoir un petit peu expliqué en quoi consistait ton travail. Moi, je ne le savais pas alors que je te connais bien. Et puis, est-ce que tu as d'autres questions enfin, des questions, non. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter pour les gens qui se posent encore quelques questions sur ce que tu fais, sur les fractional COO? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Par contre, si jamais il y a des questions, soit pour voir si le rôle correspondrait à l'entreprise, si c'est le moment d'embaucher une fractional COO dans son entreprise, bah, n'hésitez pas à me contacter. On peut se faire un appel et puis je vous répondrai de manière très honnête si vous êtes rendu là dans votre entreprise. Et ils peuvent contacter, c'est comme le numéro du Père Noël, c'est le 06 Un lien, 35 60. Non, c'est pas ça. Ok, Il y aura Ok. un lien en bas. Ça marche. Bon, en tout cas, merci Kumba. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode peut-être. Oui, C'est ça gentil. marche. Merci beaucoup.